Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du podcast Avengers Odyssey dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières annonces, les dernières rumeurs des derniers jours autour des films Avengers, et plus spécifiquement cette année bien évidemment d'Avengers Doomsday, puisque le film il sort juste cette année en fait, et au fil du temps, au fil de l'eau, on y arrive, on se rapproche, ça fait plaisir, c'est exceptionnel. Vous le savez, on revient en profondeur, on essaie de rattraper tout ce que vous avez pu manquer, on analyse, on décortique, on théorise toute l'actu, sachant qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Alors, ça a été un peu plus calme ces dernières semaines, l'attention a été beaucoup tournée autour de la sortie de la première bande-annonce du trailer de Spider-Man Brand New Day, mais par-ci par-là, par moments, on a eu des infos autour de Doomsday, parfois insignifiantes, parfois très importantes. On va parler, pour vous faire un petit programme aujourd'hui, d'une scène du film qui a été révélée, dont on n'avait absolument pas connaissance, a été révélée par Megard, par un figurant, et franchement, elle est intéressante cette scène, alors je sais pas quelle place elle aura dans le film, mais c'est assez fou. Daredevil dans Doomsday, j'y crois de plus en plus, l'acteur Charlie Cox a fait une interview qui me paraît lunaire, vous allez le voir, la relation entre Reed Richards et Dr. Doom serait bien abordée, et il y a une manière dans laquelle ça va être fait, et on va voir si c'est bien, si ça va correspondre à ce qu'on attend. Doomsday, ça va se faire, les deux films d'une troisième partie et Avengers Doomsday sortiront bien le même jour. Est-ce que c'est bénéfique pour les deux films ou est-ce que ça va les détruire? Le rôle incroyable de Sentry, on a eu une petite info qui rend le personnage dantesque dans le film. Finalement, pas de Secret Wars partie 2, de nouveaux films annoncés, enfin bref, on va se régaler dans cet épisode. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas, c'est très important pour moi, à liker. En vrai, liker c'est déjà bien, vous pouvez booster également, vous abonner ça régale, là je vais consacrer mon après-midi ensoleillé pour faire cette vidéo, donc honnêtement vous me le devez bien. Bref, j'espère que ça vous plaira, c'est parti, let's go. Ok, donc je vous propose qu'on commence dès maintenant avec une news qui, je l'avoue, commence à remonter pas mal. C'est simplement que j'avais oublié de l'évoquer dans les précédents épisodes et je savais plus vraiment quand le caser. C'est le moment pour une raison très simple, on a eu de nouvelles révélations, puisqu'il y a seulement quelques heures, des nouvelles dates de films Marvel après Secret Wars ont été ajoutées au calendrier officiel de Disney, ce qui nous permet d'avoir du grain à moudre supplémentaire, des éléments qui corroborent certaines choses, qui peut apporter de la clarté à la situation. Bref, il faut savoir qu'il y avait une tendance il y a quelques semaines, c'est que Marvel serait intéressé et repenserait Avengers Secret Wars pour en faire 2 films, pour en faire possiblement 2 parties au lieu d'une, 2 films au lieu d'un, et qu'ils auraient fait en sorte certaines choses pour que il y ait la possibilité de le faire. C'est ce que nous avait dit Alex Perez de The Cosmic Circus, qui nous avait dit que le projet il avait bougé en production, que ça avait été réfléchi et que ça arrivait dans de très rares cas et que potentiellement on aurait un film scindé en 2 parties. Il y avait Alex Perez qui en avait parlé donc, mais il y avait aussi Daniel RPK, il me semble Cryptic Cole également, My Time to Shine, enfin, ils étaient quasi tous les scoopers, tous les insiders autour de Marvel avaient évoqué cette possibilité-là. Ce n'est pas le cas de Jeff Snyder. Jeff Snyder, lui, il a parlé un petit peu après, même si, pour moi, il est quand même un peu moins fiable que les sources qu'on a évoquées, mais il nous dit que Marvel Studios n'a en fait pas l'intention de scinder Avengers Secret Wars en 2 films. Il y a 2 raisons principales à cela. Il serait très difficile de coordonner les emplois du temps d'une distribution aussi importante pour un film de plus, ce qui est totalement vrai. Pour moi, si jamais ils arrivent à le faire, si jamais ils arrivent à faire 3 films Avengers et qu'ils séparent Secret Wars en 2, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi c'est une bonne idée parce que ça ferait Avengers Doomsday, comment un monde s'écroule et comment la tyrannie et les régimes autoritaires peuvent naître avec Doom qui arrive à la tête du Battleworld. Deuxième, exploration de ce monde avec Secret Wars, et peut-être un Secret Wars partie 2 ou un autre film avec un autre nom, je veux dire, avec la fin de cet empire et la fin de cette ère. Comment on va créer ça, comment c'est et comment ça termine. Donc pour moi, oui, la trilogie, le triptyque marchait parfaitement. Maintenant, ça je vous l'ai déjà dit. Mais pour moi, si jamais ça se fait, si jamais on a ça, 3 films, s'ils arrivent à le produire, s'ils arrivent à le faire, selon moi, c'est que ils auront tourné Secret Wars avec tellement de matière, avec beaucoup trop de choses à raconter pour un seul film, avec des heures et des heures de séquences qui feront qu'ils pourront faire 2 films. Mais ils ne pourront, selon moi, jamais, c'est absolument impossible pour eux de faire un 3e film, de séparer le tournage, de recréer d'autres décors, de faire machin et de surtout
le plus gros défi, comme il le dit Jeff Sneider, réunir les acteurs du film, libérer les emplois du temps des acteurs, parce qu'ils n'ont pas que ces projets-là, ils n'ont pas que les films Avengers. Réussir à organiser un emploi du temps pour que tous les acteurs puissent tourner pour ton film, ça prend des mois, voire des années. C'est extrêmement complexe. Parce qu'il faut pas oublier que les films Avengers, c'est des dizaines de stars internationales qui ont des contrats avec plein de marques pour faire plein de choses, qui tournent d'autres films. Et c'est des humains, donc ils ont forcément des vacances, des temps de pause, etc. Réussir à tous les réunir, ça prend un temps fou. Et donc, voilà, c'est très très complexe. Pour moi, ils pourraient arriver à le faire tous les 3-4 ans, mais déjà, ils ont réussi à faire tourner 2 films Avengers en 2 ans, ce qui est un engagement absolument énorme pour un certain nombre d'acteurs. Franchement, bravo. Mais c'est extrêmement complexe, c'est vrai. Ça peut se faire, je pense. C'est extrêmement complexe. Il faut que ils fassent des sacrifices sur certains acteurs qui sont pas dispo, et du coup, il faut expliquer pourquoi ils sont pas là, ou alors créer une histoire parallèle dans un autre film, ou alors essayer de dire qu'il est décédé, le personnage. Enfin, ça peut être un certain nombre de choses, d'explications par rapport à ça. Mais bref, vous avez vu que c'est une galère absolue. Et je pense que les acteurs qui devaient tourner là en 2025 pour Avengers Doomsday pendant le tournage, donc qui a eu lieu de mars à peu près, mars-avril, même si officiellement c'est fin avril, mais jusqu'à septembre, ça faisait, je pense, depuis au moins 2-3 ans, qu'ils avaient déjà en tête qu'ils allaient tourner ce film-là, même si ça a été probablement repoussé, bien sûr. Bref, c'est très compliqué. Donc cet élément, pour moi, il est réel. C'est très compliqué. Même si pour moi, il y a un autre problème, c'est non seulement l'orga, mais aussi le risque. Le risque est énorme. Les films Avengers, je vous l'ai dit, c'est un gros casting, c'est énormément d'effets spéciaux, c'est des centaines de millions de dollars d'investissement de la part de Disney, de Marvel, enfin vous avez compris. Les actionnaires, ils peuvent pas être trop chauds d'investir autant pour une saga où tu sais pas vraiment si ça va fonctionner. Pour moi, le risque est énorme. Mais ça, je le répète et je le répéterai toujours. Mais Doomsday, il est rentable que s'il fait plus d'1 milliard, à mon avis, 1,5 milliard, tu vois, il est rentable que à partir de là, parce que la com va être énorme. Ça va être des millions et des dizaines et des centaines de millions de com, de marketing. Il va y avoir évidemment un gros budget. Je pense que le film doit coûter au moins 500 millions vu les enjeux et vu l'ambition. Donc on est sur ces hauteurs-là. Si Doomsday ne fait pas 1,5 milliard ou même, allez, on va dire qu'1 milliard c'est déjà bien. Parce que en soi c'est déjà bien, mais c'est moins que les précédents et même moins que le premier, donc ça serait pas ouf. Mais ça peut faire que, on va dire entre grosses guillemets, que 1,3, 1,2 milliard. Si jamais t'arrives à là et que le film est pas bon, en tout cas mal apprécié, que Secret Wars fait encore moins, fait 800 millions alors que t'as dépensé aussi 500 millions sur la table, et que t'as, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est un scénario catastrophe, je pense pas que ça va arriver, mais c'est possible, et que tu proposes un 3e film encore, et que les gens sont encore plus saoulés, et que tu as dépensé 500 millions, et que tu fais 500 millions au box-office, c'est vraiment un scénario apocalyptique qui n'arrivera jamais, mais mettez-vous à la place des actionnaires, mettez-vous à la place de Disney, donnez le green light, donnez le feu vert, pour le développement de ce projet, c'est pas, voilà, c'est quand même, on y va au doigt mouillé un petit peu, il faut que ça cartonne. Et puis je trouve que les films Avengers, même si je vous l'avais dit, moi je suis pour un storytelling en 3 films, c'est juste que les films Avengers, ils brillent, les films Avengers, ils sont source d'engouement, parce que c'est rare, parce que ça fait 7 ans qu'on en a pas eu. C'est pour ça que les gens sont un peu comme des fous à se dire c'est le retour des Avengers, machin. Mais si t'en as tous les ans, pendant 3 ans, les gens vont peut-être commencer à en avoir. Voilà, je dis rien, mais c'est peut-être ça, et peut-être que, même si ce sera toujours un succès, peut-être que les gens vraiment diront allez, ça suffit. Voilà, donc je pense que il y a plein de choses. Selon Jeff Sneider, il y a aussi le côté que faire revenir Robert Downey Jr., c'est extrêmement coûteux, en raison de son salaire très élevé. Bon, on est à peu près dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les coûts de production sont énormes avec ces films-là, mais les acteurs demandent de plus en plus, et Robert Downey Jr., il va renégocier encore un contrat pour un film de plus, et à mon avis, ce sera absolument fou, quoi. Le mec, à mon avis, il a déjà été payé plus de 100 millions pour les 2 films, à mon avis, même beaucoup plus que 100 millions, donc dites-vous, s'il revient pour un film, généralement quand tu reviens, surtout pour Robert Downey Jr., qui est un acteur, en fait, qui n'a pas prévu de faire sa carrière entière autour de Marvel, Il est revenu, je pense, parce qu'il était convaincu, il se dit ça peut être une belle aventure, peut-être même que je peux marquer un autre rôle, marquer un des plus grands méchants du MCU. Oui, c'est clair que il a été attiré, mais c'est un mec qui a gagné un Oscar, je pense que il est aussi inspiré par d'autres projets, et je suis même pas sûr qu'il ait la volonté de faire un 3e film lui de son côté. Même si,
oui, faire revenir, c'est extrêmement coûteux, quoique, parce que faut savoir que Robert Downey Jr., il est pas forcément tant nécessaire que ça au film, puisqu'en fait, Doom n'est pas obligé d'être Robert Downey Jr., puisqu'il y a le masque de Dr. Doom, et n'importe quel acteur peut être en dessous. Après, il peut faire de la voix off, il peut faire machin. En vrai, il n'est même pas besoin qu'il soit sur le plateau pour que ça fonctionne. Mais voilà, pour aller plus loin, si jamais il y avait un Secret Wars partie 3, enfin je dis partie 3 parce que pour moi, Doomsday la partie 1, Secret Wars est la partie 2, et il y aurait une partie 3, mais qui pour moi, du coup, correspond à Secret Wars partie 2, est-ce que c'est vraiment possible qu'ils sortent là? Eh bien, j'ai répertorié, puisqu'il y a eu des nouvelles dates annoncées, même si elles peuvent changer, elles peuvent bouger, les reports vous connaissez, mais des nouvelles dates qui sont annoncées. Il me semble qu'il y a une date prévue fin 2028, mais je l'ai pas retrouvée, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais jusqu'à preuve du contraire. Donc on a Brand New Day qui arrivera en juillet 2026, Doomsday en décembre 2026, Avengers Secret Wars le 17 décembre 2027, pas de film entre les deux pour le moment, et des films ont été annoncés le 28 juillet 2028, le 4 mai 2029 et le 13 juillet 2029 également. Donc voilà, ça c'est pour des films qui sont pour l'instant pas encore annoncés, inconnus, mais la date est, pour le moment encore une fois, réservée à des films Marvel. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien on sait que Black Panther 3 c'est le prochain film de Ryan Coogler, et qu'il veut que ce soit son prochain film. Donc je pense qu'il va être tourné assez prochainement, parce que Ryan Coogler va pas passer 2 ans à attendre, alors qu'il est prêt à faire ce film. On aura notamment Denzel Washington dans le film normalement. Mais donc pour moi ça c'est un film de 2028. Pour moi on aura 2 films en 2028 pour commencer, qui sont Black Panther 3 et surtout X-Men, puisqu'on sait que Marvel a un peu précipité le développement du projet et a engagé Jack Schreier, qui avait fait Thunderbolts, pour réaliser ce film. Pour moi, vu comment ils l'ont précipité à l'époque, c'est sûr qu'il va sortir juste après Secret Wars, et je pense que Secret Wars va un peu propulser ce film-là, et que ça va être le début d'une nouvelle ère. Quoi de mieux pour commencer une nouvelle ère qui sera un peu centrée sur les mutants, un peu de loin comme ça, de présenter le film X-Men du MCU juste après Secret Wars. Je pense que ce serait une bonne strat. Donc pour moi, c'est ça qui va arriver en juillet 2028, et fin 2028, même si la date est pas là, mais je sais qu'il y a une date qui sera là à un moment ou un autre, parce que de toute façon, on le sait, la fin d'année, c'est très bénéfique à Marvel et à Disney, donc ils ne vont pas se priver, sachant que il y aura pas d'Avatar 4 avant quelques années, ne nous le cachons pas. Donc, pour moi, en 2028, t'avais Black Panther 3 comme je vous l'ai dit, puis X-Men. Alors après, 2029, on voit qu'il y a le 4 mai et le 13 juillet. Voilà, je suppose qu'il y aura 3 films en 2029. Mais on aurait, je pense, Blade, parce que ça c'est officiel aussi. Dans les confirmés, il y a Shang-Chi 2, mais je suis pas sûr que ce soit une priorité. Et après, les rumeurs, il y a Doctor Strange 3, 4 Fantastic 2, Midnight Suns. Je pense que Doctor Strange 3 arrivera aussi en 2029, mais on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que si Avengers Secret Wars partie 2 arrive, quand est-ce que vous voulez que ça sorte? Est-ce que vous préférez que ça sorte quelques mois après, en mode gros événement gigantesque mondial? T'as Avengers Secret Wars, comme le voulait originellement Marvel, c'était de sortir The Kang Dynasty et Secret Wars à quelques mois d'intervalle seulement, en 2025, c'était l'année dernière à l'époque que c'était prévu, comme ça a été annoncé au Comic-Con de San Diego en 2022, mais est-ce qu'il ferait pas un peu la même chose si jamais, encore une fois c'est des gros si, comme je vous l'ai dit, mais si jamais il prévoyait un Secret Wars partie 2, est-ce que ce serait un film de 2028, mais de début 2028, dans le sens les premiers mois de 2028, peut-être juillet 2028, et on embrayerait avec les X-Men en fin d'année, ou les X-Men en 2029, ou bien on ferait quelque chose de différent avec toujours un an après le Secret Wars de 2027. Est-ce qu'on aura des films entre eux, est-ce que machin, mais en tout cas moi pour le moment j'y crois pas vraiment, Secret Wars partie 2, je l'espère, même si je vous l'ai dit il y a des points positifs, des points négatifs, mais je sais pas, franchement je sais pas, ça voudrait dire que les Avengers monopoliseraient tous les slots de sortie Marvel pendant 2-3 ans, ça fait beaucoup je trouve, ça fait beaucoup de ne pas développer ton univers du coup, mais si jamais l'événement est tel que ça implique tous les personnages de l'univers, t'as pas besoin d'autres films annexes. Donc, je sais pas, on verra, n'hésitez pas à me donner vos avis, vous, est-ce que vous y croyez? On a eu Lego, qui devrait sortir cette année, mais c'est plus ou moins confirmé par la source Brickmage, encore une fois les fans de Lego, les comptes Legophiles, qui a mis une révélation sur la table, c'est que cette année, on aurait un set de 954 pièces de la Tour des Avengers, entre guillemets, en lien avec Avengers Doomsday. Cela laisse entendre que le lieu sera important dans le film,
sachant que jusqu'à preuve du contraire, il a été renommé la Watchtower depuis Thunderbolts. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes. C'est vrai que s'il y a un set Lego avec marqué Tour des Avengers, en lien avec le marketing d'Avengers Doomsday, c'est possiblement que le lieu sera très présent. Maintenant, les sets Lego sont pas toujours très liés aux sorties du film. On sait que à l'époque de Endgame, on croyait avoir plein de leaks des Lego. En fait, c'est des scènes qui étaient pas dans le film, qui étaient issues de premiers concept art, ou même qui étaient inventées par Lego. Maintenant, je pense que la tour des Avengers sera importante dans le film. Pourquoi ? Parce que c'est un élément de l'univers que les gens connaissent, parce que c'est dans les premiers films Avengers un élément important. D'autre part, on sait que le décor intérieur de cette tour a été construite pour Avengers Doomsday, puisque c'est sur le plateau d'Avengers Doomsday qu'a été tournée la scène post-générique de Thunderbolts qui se passe dans la tour des Avengers. Effectivement, la petite interrogation, c'est quand même de se dire, bon, est-ce que ça s'appellera la tour des Avengers, ou est-ce que ça portera tout simplement pas de nom? Parce que c'est vrai que le nom officiel maintenant c'est la Watchtower, puisque les Avengers sont vendus, en tout cas Tony Stark a vendu l'édifice et ça a été acheté par la CIA et par Valentina Allegra des Fontaines. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que elle sera présentée. D'ailleurs le set dans Thunderbolt, je le trouve très beau, donc ça me va très bien. Si on y retourne un petit peu, est-ce qu'il y aura une sorte de QG à l'intérieur où se retrouveront plusieurs personnages? Est-ce qu'il y aura des personnages des Avengers originaux qui se retrouveront de nouveau dans cet endroit? Franchement, ça peut être très cool. On enchaîne avec justement cette fameuse scène qui a été révélée. Eh bien là voilà, c'est un match de baseball qui a eu lieu dans Avengers Doomsday, une scène de baseball. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, l'acteur Stuart Cook a confirmé avoir passé une journée sur le plateau à l'été 2025. Il a été ajouté à la page IMDb du film comme étant un fan de baseball non crédité au générique. Il avait aussi fait de la figuration sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je crois, lors de l'avant-première au début du film. Vous savez que il y a une sorte d'avant-première où débarquent Scott Lang et Hope, et bien à ce moment-là il y a plein de figurants et lui en fait partie, ce qui veut dire que c'est pas au hasard, c'est pas le mec lambda qui aurait pu ajouter à sa page IMDb qu'il a été dans un film Avengers alors que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs il l'a confirmé sur Instagram. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on aura une scène de baseball. Bon, vous pouvez vous dire, bon, c'est un match de baseball, hein, ça va pas changer grand chose. Que faire de l'info? Next. Eh bien moi je suis pas sûr. Alors on peut penser que ce sera un plan de coupe un peu bateau pour nous montrer un petit peu les gens, être au plus proche des gens. On sait que les Russo aiment bien montrer qu'il y a des gens quand il y a un problème dans la rue, il y a des gens. Là peut-être que au moment où les choses vont se compliquer, il y aura un match de baseball en cours et qu'il y a une incursion au-dessus de ce match et que tout le monde commence à paniquer dans le stade, peut-être que ce sera ça. Après moi je pense pas non plus que on aura une équipe style les Thunderbolts qui va au match et que là ils se rendent compte que c'est en train de dégénérer. Je pense pas non plus que ce sera des héros, sauf peut-être si c'est Steve Rogers. On sait que Steve Rogers occupera une partie importante, je pense, du début du film, puisque il est retourné vivre avec Peggy dans le passé, il a eu des enfants, au moins un enfant en tout cas on le sait, avec le trailer, le teaser qu'on a eu autour de Steve Rogers, et qu'il vit sa vie ici avant d'être a priori déplacé de l'univers dans lequel il était pour aller dans l'univers des 4 Fantastiques, l'univers donc 828. Mais du coup, ce qui veut dire qu'il y a quand même des scènes de vie quotidienne qu'on aura de Steve Rogers, je suppose pas très longues, mais avec certaines des séquences du quotidien, on ne sait pas vraiment ce qu'il pourrait y avoir, mais je sais pas, des barbecues, j'en sais rien du tout en fait, mais voilà, des trucs un peu classiques. Par contre, qu'on pouvait toujours faire dans les années 40-50, on sait pas vraiment à quel moment on se retrouve là, au moment où on va retrouver Steve dans le film, mais peut-être, moi je pense c'est fin années 40, début années 50, peut-être même au cours des années 50. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Steve, pourquoi Steve dans un match de baseball? C'est la question que vous pouvez vous poser. On le sait, Steve est un fan de baseball, a priori un fan un petit peu, en tout cas il est déjà allé dans un match de baseball. Ça va rien vous dire, vous dites attends, il y a aucune scène dans le MCU où Steve est à un match de baseball, ou même qu'il mentionne le baseball. Eh bien, si quand même, puisque quand on le réveille de la glace après 70 ans qu'il est en cryogénisation, comment le dire, qu'il est bloqué, coincé dans la glace et qu'on le réveille, c'est le Shield qui le réveille après 70 ans,
justement de sommeil, d'hibernation, je sais pas trop comment dire, bref, vous avez compris. Quand Steve revient à la vie active, eh bien on lui met, pour que ce soit en douceur, la transition, eh bien on lui met des commentaires d'un match de baseball qui a eu lieu dans les années 40, je me souviens plus exactement la date, et lui sait qu'il y a quelque chose qui va pas, puisqu'il dit mais j'étais présent à ce match. Donc en fait, il peut pas se faire avoir à ce moment-là parce que il a été à ce match de baseball. Alors est-ce que c'est un grand fan de baseball ? On sait pas, en tout cas on sait que dans les années 40, avant la guerre, il avait l'habitude d'aller au stade pour regarder des matchs de baseball. Des matchs de baseball évidemment du club de Brooklyn, comme lui il est originaire de Brooklyn. Donc est-ce qu'on n'aura pas cette scène là dans le film qui pourrait ajouter encore une couche supplémentaire à notre connaissance du personnage de Steve ? C'est tout à fait possible. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez vos idées, vos avis aussi autour de cette scène, ça m'intéresse. Après, je ne sais pas, on sait que c'était qu'une journée, donc vraiment pour moi c'est une scène extrêmement courte dans le film qui va durer je pense une trentaine de secondes, seulement pour voir Steve, un match de baseball peut-être avec un de ses enfants. Voilà, je sais pas pourquoi, je pars du principe qu'il a plusieurs enfants, mais ça se trouve il n'en aura qu'un, on sait que son fils c'est James, alors je pense qu'il en aura qu'un en vrai, mais je sais pas pourquoi je pense qu'il en a plusieurs. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que peut-être qu'il ira au stade avec son fils, peut-être qu'il ira au stade tout seul, peut-être qu'il ira au stade avec Peggy, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, il y a bien ça dans le film, c'est une confirmation. Est-ce que ce sera dans une scène coupée ? Est-ce que ce sera bien présent dans le film ? On le verra bien, en tout cas, on a cette info-là, et c'est bizarre que personne n'en ait parlé, tout le monde est passé à côté, ça a pas fait le tour des différents plus grands comptes des réseaux. Eh bien vous le voyez ici, ça fait plaisir. Passons maintenant aux êtres agglomérateurs. Alors là on est revenu un petit peu avant, pareil, ça j'avais oublié d'en parler, mais a priori les êtres agglomérateurs, les êtres encres de Deadpool et Wolverine, ce fameux être fondamental sans lequel l'univers s'écroule quand il meurt, c'est éclaté au sol, c'est vraiment l'un des pires concepts qui a été introduit dans un film Marvel tout confondu, et je ne blague pas, vraiment ça n'a aucun sens, genre, et que se passait-il avant la naissance de ce mec, avant la naissance de cette personne, comment est-ce que on peut aller dans le temps. Tu vois, genre dans le film ils disent attends mais on peut pas attendre 2000 ans qu'il meure, on va tout de suite détruire l'univers. Mais on sait que le TVA et que les différentes organisations multiverselles du MCU peuvent aller dans différents points du temps, donc quelle valeur ça a pour l'univers ? Il y a l'après-mort, il y a l'avant-mort, mais en quoi à un moment ça devient catastrophique, puisque en fait tout est déjà écrit en soi, puisqu'ils peuvent aller à n'importe quel point du temps, dans le futur, dans le passé, tout ça, je comprends pas très bien, c'était très flou, c'était un nid à problème, ça allait créer un nombre d'incohérences phénoménal, c'est pour ça que je suis très content qu'il ne l'ait pas ajouté, mais je pense que c'était même une nécessité, je veux dire, s'il l'avait mis, je pense que ça n'aurait pas marché dans le film. Je pense qu'ils ont dû tenter un moment d'introduire le concept. D'ailleurs, Kevin Feige, je vous l'ai dit, avait dit que c'était très important pour l'avenir. Quand tu lui avais posé une question en interview en disant, c'est quoi l'être agglomérateur de la Terre 616, de l'univers du MCU, il avait dit, bonne question, ça va être très important pour la suite. Or, à mon avis, ils ont écarté cette idée parce que quand tu essaies de créer ton récit avec des morts d'univers de partout et lien avec les agglomérateurs, Anchor Beings, etc., c'est une catastrophe, c'est un enfer, donc je pense que c'est une bonne décision de s'éloigner de ce concept ignoble, je le répète. Maintenant voilà, on va parler de Kevin Feige, parce qu'il se confie assez peu, Kevin Feige, on le voit assez peu dans les médias, mais là il a eu l'occasion de parler à The Hollywood Reporter, et notamment c'était un événement lors d'une sorte d'école de cinéma, mais on va en parler. Il a indiqué que Marvel ne porte pas attention à ce qui se dit sur internet. Ouais. Bon bref, il dit le bruit d'internet peut vous écraser, il y a des heures et des heures de théories sur YouTube, des heures et des heures sur TikTok, des heures sur les subreddits, on peut tout lire et trouver un point de vue différent sur tout, il y a de quoi devenir fou, alors nous, on ne fait pas ça. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non, parce que, on le sait, ils voient les retours en ligne, il y a des trucs qu'ils savent, ils ne sont pas dupes, ils voient les retours des trailers, par exemple, je suis sûr qu'ils voient les retours des trailers pour voir si il n'y a pas des choses à retravailler à tel endroit, si ça a plu. Des fois, ils mettent des petits indices dans les trailers en disant est-ce que ça marche ? Parfois même, ils leakent eux-mêmes des choses en ligne où ils donnent des infos à des insiders. Parfois, ça se fait. Voilà, il faut pas mentir. Et des fois, c'est juste pour prendre un peu la température, voir un petit peu ce qui se dit autour du sujet, si ça va plaire, si ça a l'air d'être des retours catastrophiques. Je suis sûr qu'ils, même au-delà d'en prendre conscience et de regarder les avis qu'il y a sur les réseaux, je suis persuadé qu'ils s'en servent à leur propos, à leur but, à leur dessein.
Bon, tout ça pour dire quoi? Ça pour dire que, on le sait, John Watts par exemple en 2020, lors du tournage de No Way Home, il avait pris en compte les avis sur Spider-Man No Way Home et sur l'arrivée des différents personnages, notamment des Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, et en fait, il a vu que ce qu'il allait potentiellement faire dans le film, ça avait été déjà plus ou moins pré-shot, et il s'est dit bon bah je vais changer, et je vais mettre un truc que personne ne peut attendre, cette fameuse scène horrible, voilà. Donc on sait que les créateurs, et je suis sûr que Kevin Feige regarde et prend attention, même inconsciemment, genre il voit que tout le monde déteste le choix de tel acteur, il voit que tout le monde aime pas tel truc, forcément ça biaise, forcément, mais voilà, il dit que ils ne font pas ça. Maintenant, j'ai quand même un peu du mal à le croire. Il va nous dire aussi que il n'avait pas réalisé au début que tous les cinéastes sont confrontés à des projections tests décevantes. Il dit: je pensais que nous étions les seuls idiots à ne pas y arriver du premier coup et à devoir vraiment travailler dur pour obtenir un résultat exceptionnel, et il s'est avéré que Pixar faisait la même chose, et il s'avère que c'est le cas de la plupart des grands cinéastes. D'ailleurs, juste après, il pose la question à côté de lui à Ryan Coogler qui a été multiplement oscarisé avec Sinners récemment, et qui travaille dans le MCU justement, on en parlait tout à l'heure, mais sur Black Panther, la franchise. Et il lui a dit: bah oui, mais même moi, là, mon film est sorti, Sinners, il est toujours pas parfait, je pense, hein. Et c'est vrai, tous les artistes savent que, bon, il faut à un moment le sortir, il y a les contraintes de sortie de la part des studios, tout ça, à un moment, il faut libérer le truc, même si t'aurais aimé que ce soit plus poli, encore plus beau, encore plus parfait, encore plus plein de trucs, mais à un moment, ça doit sortir. Donc oui, ça c'est vrai. Les artistes sont jamais satisfaits du produit. Mais c'est déjà, pour moi, faux. Parce que, pour moi, il n'y a pas tous les cinéastes qui ont un premier un premier aperçu, une projection test. C'est en gros, ils mettent des gens des studios dans une salle, ils leur montrent la première version du film, et ensuite ils revoient si besoin, et puis ils collectent les avis pour voir si c'est bon ou c'est pas bon. D'ailleurs, justement, récemment, il y avait une première projection de test pour Avengers Doomsday, où les gens avaient l'air globalement satisfaits du premier résultat, parce qu'on sait qu'il va y avoir des reshoots, il va y avoir plein de trucs en plus, mais avaient l'air satisfaits. En fait, je pense que c'est faux, parce que la plupart des réalisateurs, hors blockbuster, ils savent très très bien ce qu'ils veulent. Les réalisateurs, ils ont une idée très précise en tête de ce qu'ils veulent, et généralement, le produit final, même si les retours sont pas bons, correspond à peu près à ce qu'ils voulaient. Le problème de Marvel, c'est que ils adaptent en fonction des retours, et que du coup ça évite des choix forts. Et c'est ça la différence en fait. Quand un réalisateur voit son film et prend des conseils auprès d'autres grands réals, ça arrive à des projections un peu en privé, ça arrive à Hollywood très très fréquemment, où ils ont des retours entre eux, machin, il y a des discussions qui portent leurs fruits, il y a machin, mais c'est toujours le réalisateur qui se dit à un moment: ok, non, je préfère qu'on fasse ça, Marvel, c'est pas ça, c'est plus... Et même Pixar également, puisque Elio, pareil, il y a eu des mauvais retours de projection test, et derrière le film a été grandement changé un peu en dernière minute. Ça a été le cas avec Captain America Brave New World dans le MCU, où carrément la projection test a fait refaire un deuxième tournage au film. Le film a été quasi retourné avec tout qui a changé pratiquement. Mais pour moi, ça c'est pas une manière de faire un film. Oui, d'accord, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas entre guillemets du premier coup, mais le truc du MCU, c'est que c'est pas oh, il y a tel problème il y a trop de longueur, il y a machin, il y a tout ça, il faut faire quelques petites modifications. Dans le MCU, Marvel Studios change un tas de trucs, change quasi parfois le film entier. The Marvels, les reshoots, c'était ça. Ils prennent les reshoots comme une espèce d'arme secrète. C'était le cas pour Secret Invasion, où ils ont fait un tas de reshoots aussi. C'était le cas pour quasiment tous les films du MCU, il y a des reshoots, sauf il n'y a pas eu de reshoot par exemple pour les projets de James Gunn, où lui a toujours été très clair sur ce qu'il voulait. Je pense que oui, tout le monde le fait, mais encore une fois, je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi, parce que tout le monde le fait, mais tout le monde ne réagit pas à ces projections test de la même manière, et je trouve que Marvel Studios, ils le font de la manière négative. C'est pour ça que moi, j'ai des problèmes avec le fait de changer en fonction de l'avis de certaines personnes. C'est qu'en fait, les choix, ils sont plus là, puisqu'en fait, tu fais ce qui plaît au plus grand nombre. Maintenant, voilà, je pense que un artiste doit être capable aussi de voir une critique négative, de dire ok, tant mieux, c'est pas grave, moi j'ai fait ce choix-là, ça peut diviser, tant pis. Et c'est le problème des films Marvel pour moi. Bref, c'est Kevin Feige qui nous dit ça, il nous dit en fait on pensait qu'on était les seuls à faire de la merde dès le début, c'est pas vrai. Et je suis d'accord avec lui. Maintenant, ça doit pas être l'arbre qui cache la forêt, ça doit pas être ça.
Il a parlé aussi, et là c'est intéressant, il a évoqué la possibilité d'un arc Secret Empire dans le MCU maintenant que Chris Evans est revenu dans Avengers Doomsday, donc là il en a parlé avec USC Cinéma, et il a dit, il y a toujours une chance, qui sait, on verra bien. Ce qui laisse sous-entendre que, oui, Steve va rester, Steve n'est pas de retour justement uniquement pour Doomsday ou pour Doomsday Secret Wars, mais qu'ils ont prévu de le réintroduire. Et c'est vrai que Chris Evans n'est pas encore très âgé, je pense que il a bien, je crois qu'il a 44-45 ans, il a bien une bonne dizaine d'années avant de pouvoir laisser son rôle, et c'est vrai que moi je pense que c'était une erreur de faire la conclusion de Tony Stark et de Steve en même temps dans Endgame. Je trouve que c'était une grosse erreur, parce que c'est les deux figures principales qui sont tuées d'un coup, enfin même si Steve n'est pas vraiment tué, mais bon voilà, je trouvais que c'était très dur, et je pense que j'ai toujours dit que pour moi Steve, sa fin elle est très bien, mais elle est pas aussi glorieuse et aussi mémorable que celle de Tony Stark, et il mérite ça, et je pense que on va lui donner un moment, je sais pas quand. Après c'est vrai que ça me saoule un peu, parce que c'est toujours le truc de bon, on en finit jamais avec les persos. C'est vrai que le perso de Steve Rogers, c'est quand même mon perso préféré du MCU, subjectivement parlant. Et ça va être très compliqué ensuite d'être à la hauteur de ce qui a été fait précédemment, mais t'as quand même un Doomsday et un Secret Wars pour nous montrer peut-être d'autres facettes, et après d'autres choses potentiellement. Et c'est vrai que Secret Empire, peut-être que donc on imaginait tous qu'il y a des variants maléfiques de Steve avec un Captain Hydra et tout ça, peut-être que ce sera dans un autre projet ultérieur du MCU, où Chris Evans reviendra, puisqu'il est de nouveau disponible. Je me souviens à l'époque on pensait d'un reboot du MCU où il y aurait de nouveaux acteurs de Captain America. Peut-être que le reboot mettra une nouvelle fois Chris Evans dans le rôle du Captain. C'est plutôt sympathique. Maintenant, Kevin Feige s'est exprimé à l'occasion d'un événement, en marge d'un événement à l'école des arts de cinéma de l'USC, où il y avait un certain nombre de célébrités, notamment Robert Downey Jr., et lorsqu'il s'est assis dans l'assemblée, quelqu'un l'a interpellé sous le nom de Dr. Doom. Il avait l'air d'être assez touché, et c'est vrai que moi je suis surpris par la manière dont le public, les fans en tout cas, adopte Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom. Est-ce qu'on arrivera à faire ça jusqu'au bout? Et je parle pas que nous, je parle le grand public en général, de dire ok, il y a eu Iron Man joué par Robert Downey Jr., mais Dr. Doom c'est pas Iron Man, Dr. Doom c'est un autre personnage, et Dr. Doom est quand même joué aussi par Robert Downey Jr., même si ça n'a rien à voir avec Iron Man, et pas dire plutôt il joue une sorte de nouveau Iron Man mais méchant. Là tu vois, mais j'ai l'impression que la tendance est à ce que le public accepte le changement de rôle, et je me rends compte que, même si j'étais très sceptique au début, je commence moi aussi à l'accepter, étonnamment. C'est bizarre, mais ça y est, maintenant c'est dans ma tête, et je suis plutôt chaud pour voir ça. Donc ça a fonctionné en fait. Toute la campagne de com qu'il y a eu, avec RDJ qui partage des trucs sur les réseaux, d'ailleurs on en parlera juste après, mais on a eu une nouvelle image, puisqu'il partage à l'occasion de diverses fêtes des images, des dessins sur son compte Instagram, et il s'est tellement associé au fil de la dernière année à Dr. Doom, en portant des t-shirts, en s'affichant aux côtés de Doom, en étant aussi dans cette mouvance là de s'associer, de s'approprier le personnage. Et ça fonctionne, je remarque que ça fonctionne dans nos esprits, ça y est, RDJ et Doom, et c'est vrai qu'on a tendance quasi à oublier que RDJ était Tony Stark, maintenant qu'on le voit tout le temps s'afficher et répondre sous le nom de Doom. Bref, vous m'avez compris. D'ailleurs, on a vu pouvoir, justement, c'est à ce moment-là qu'on a pu avoir les retrouvailles de Robert Downey Jr. et notamment Kevin Feige. Voilà, vous avez l'image, vous en faites ce que vous en voulez. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que Kevin Feige a pris un tout petit coup de vieux quand même, hein. Il a perdu du poids, clairement perdu du poids, et il a un peu vieilli, donc après, c'est les temps qui passent, hein. C'est les temps qui changent. On a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé de Tatiana Maslany, qui reviendrait bien, parce qu'il y a eu plein de trucs, parce que l'actrice est opposée à Disney avec les controverses autour de l'affaire Jimmy Kimmel. A priori, elle est dans Avengers Doomsday, selon Everything Always sur YouTube. Elle ferait partie de l'équipe des Avengers de Sam Wilson dans le film, ce qui veut dire que on aurait un certain nombre de nouveaux arrivants du MCU. On a eu des rumeurs autour de Simon Williams, qui est Wonder Man, peut-être She-Hulk, il y aura peut-être Shang-Chi, tous ces nouveaux visages du MCU qui seront d'entrée dans le film, déjà dans la nouvelle équipe d'Avengers formée par Sam Wilson, ce qui va faciliter le travail de Marvel Studios pour regrouper tout ce monde-là et essayer de facilement les introduire au public en disant « Ok, vous savez pas vraiment qui c'est ? Ne vous inquiétez pas, c'est les nouveaux Avengers du MCU de cette terre-là. » Donc,
je sais pas, j'ai pas d'avis sur She-Hulk, je me dis que ça peut pas être pire que la série, et je pense que le personnage c'est une question d'écriture, et je pense qu'elle peut avoir une rédemption par rapport à son écriture dans la série She-Hulk. J'alimente mes espoirs malgré tout. Alors Lewis Pullman, qui une nouvelle fois en interview avec Collider, a répété encore que chaque personnage aura le droit à des développements cruciaux et essentiels dans Avengers Doomsday. Personne n'est mis de côté et n'est là que pour faire de la figuration. Chacun est là pour une raison bien précise et personnelle, et c'est vraiment passionnant, nous dit Lewis Pullman, l'interprète de Bob Reynolds de Sentry dans le MCU. D'ailleurs, on va le voir, mais c'est un personnage qui va devoir avoir de l'importance dans ce film, et je vous invite, pour ceux qui n'ont toujours pas vu Thunderbolts et donc qui connaissent assez mal ce personnage, à voir Thunderbolts, à découvrir le film, parce que c'est vraiment un super personnage, et Lewis Pullman est vraiment un super interprète, donc je suis très content. Je crois qu'il est actuellement en promotion pour le film avec comment s'appelle-t-elle déjà, le film qui s'appelle Le Testament d'Henley. Il est un acteur super talentueux, son personnage est vraiment super, et on peut le dire, c'est un des meilleurs personnages du MCU, voilà, avec Amanda Seyfried qui joue dans ce film-là. Donc chacun aurait son personnage. De toute façon, c'est une thématique qu'on a déjà évoquée la dernière fois. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo, le dernier épisode. Lewis Pullman, il a parlé également du travail des frères Russo sur Avengers Doomsday, en disant que leur méthode de travail est étrangement similaire à celle de ce film à petit budget, donc justement le Testament d'Henley, et ils n'ont aucun cas perdu leur inspiration. Ces gars-là sont toujours dans le même style, un style familial où chacun est impliqué, ils font confiance à la connaissance que les acteurs ont de leurs personnages et leur laissent donc cette liberté. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très cool chez les frères Russo, c'est qu'ils sont, je suppose, et je le vois et je comprends, très ouverts à la proposition. Et c'est ce que Kevin Feige avait dit, parce qu'il y a eu une période où il était plus ou moins reproché à Marvel et à Kevin Feige que le scénario de Doomsday, d'après les rumeurs, il est un peu écrit au jour le jour, un peu en dernière minute, on commence le tournage sans savoir où on va. Et Kevin Feige avait défendu en disant, mais nous, on change de scénario à peu près tout le temps, c'est notre manière de travailler, parce que les interprètes, c'est les meilleurs au monde qu'on a, ils connaissent leur personnage mieux que personne, et donc on est toujours ouvert à un changement avec ce qu'ils nous proposent. Et je pense que c'est un peu la stratégie et la manière de faire chez Marvel, et chez les frères Russo aussi, c'est d'arriver avec leur script, avec leurs idées, et puis d'un peu parler avec leurs acteurs, leurs interprètes, et dire, tu le vois comment, tu le penses comment, et si tu vois, Lewis Pullman dit, je pense pas que c'est mon personnage dirait plus ça, il ferait plus ça, et il laisse beaucoup de place à l'improvisation. Ça a été le cas beaucoup dans les films Avengers, il y a eu beaucoup d'improvisation de la part de différents personnages, et donc de différents acteurs, et j'aime bien cette manière de travailler. Ça manque peut-être un peu de rigueur et un peu de personnalité, donc je veux dire de la part des réalisateurs qui sont moins dans le cadre d'imposer leur vision, mais plus d'offrir un terrain de jeu aux acteurs. Maintenant, on aime ou on n'aime pas cette manière de fonctionner. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que c'est vrai que c'est un peu bateau de dire que oui, c'est les meilleurs interprètes du monde, parce qu'en vrai, c'est pas forcément la réalité, dans le sens où il y a que des bons acteurs dans le MCU, il y a beaucoup d'acteurs de grande classe, en première ligne, Robert Downey Jr., plein d'acteurs et actrices oscarisés, je pense à Brie Larson, Zoe Saldana par exemple, qui a eu son Oscar l'année dernière, voilà, mais on pourrait faire une liste, ils sont tous très très nombreux, on a Mark Ruffalo qui a été nommé aux Oscars un certain nombre de fois également, rien que, je me souviens qu'il a été nominé il y a seulement quelques poignées d'années pour Poor Things de Yorgos Lanthimos. Bref, c'est des acteurs de talent, mais c'est pas pour moi une raison pour leur laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Je pense que la raison, c'est que c'est des personnages qui sont ancrés en eux, puisque c'est, contrairement à d'autres films, des Mark Ruffalo, des Florence Pugh, des machins, même si pour certains ils sont encore assez jeunes, ils traitent et ils sont avec leurs personnages depuis des années, et ils ont fait de nombreux films et de projets en qualité de leurs personnages, donc ils connaissent très bien leur personnage. C'est un peu comme une maison dans laquelle ils retournent. Sebastian Stan, il est là depuis le quasi début du MCU, lui pareil, on parlait d'acteurs qui sont récompensés, lui c'est pareil, lui il a été lourdement récompensé parce que c'est un acteur extrêmement talentueux. Lui, il a connu ce personnage depuis 2011, de film Captain America le premier, même pour lui avant, puisqu'il y a eu le tournage. Lui, il l'a maîtrisé, c'est un master de son personnage. Le mec, il connaît plus que personne, il a eu différents réals qui sont passés, différents scénaristes, mais le mec, il a toujours été dans la peau de ce personnage-là, et peut-être que c'est lui qui le connaît le mieux au monde. Peut-être qu'ils connaissent pas très bien les comics, et qu'ils ne sont pas dans le cadre des comics, mais bref, je m'égare.
mais c'est très intéressant cette thématique de laisser un peu les acteurs dicter la manière dont le personnage peut se comporter et de réagir, interagir avec les autres. En parlant de Lewis Pullman, il aurait l'une des scènes et l'un des rôles les plus importants du film. Alors, pas forcément l'un des rôles les plus importants, mais l'une des scènes qui le met le plus en avant. Et on savait, récemment, on nous a dit, Matt Channel nous a dit qu'il y aurait 2 VIP, deux MVP, plutôt, waouh, ok, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, 2 MVP dans ce film, Magneto et Sentry, qui auraient tous deux vraiment des scènes marquantes, vraiment gigantesques. Sentry, lui, on a eu plus de chose, plus d'inside. Sentry devrait stopper une incursion à main nue dans Avengers Doomsday. La même chose avait déclaré quelques jours plus tôt que le rôle de Sentry dans le dernier acte du film était fou. Est-ce que c'est pas Sentry qui est le dernier espoir pour maintenir les réalités, alors que on est sûr que tout va exploser, que Doom est sur le point de réussir, je ne sais pas, mais que Doom essaye de sauver tout ça en dernière minute, et que Sentry, lui, est ce mec qui essaye de manière vaine de maintenir les réalités, d'éviter cette incursion. Alors, je me demande comment à main nue tu peux maintenir une incursion. Ça pose la question de comment ils vont le matérialiser tout ça. Comment est-ce qu'il peut... Alors, il a divers pouvoirs, mais comment est-ce qu'il pourrait... On sait qu'il a une force de fou, hein. Mais aller jusqu'à recoller 2 morceaux de réalité, comment ça va se faire? C'est là que je comprends mieux John Campea, le mec qui a eu accès au script du film, qui en a pas révélé tant que ça, mais qui a dit que maintenant qu'il avait vu, il avait trop hâte encore plus parce qu'il ne comprenait pas comment ils allaient faire pour certaines scènes, comment ils allaient les matérialiser. Parce que c'est facile de dire les incursions, c'est 2 réalités qui rentrent l'une contre l'autre. En vrai, tu peux le faire de 1000 manières différentes. Et là, pareil, quand t'entends ça, tu dis, attends, Sentry, il répare une incursion, enfin, il répare, hein, il essaye de stopper une incursion. D'ailleurs, on sait pas vraiment s'il réussit, mais en tout cas, il devrait y arriver, parce qu'il dit qu'il stoppe une incursion. Bref. À main nue, comment fait-il, comment ça marche, comment ça, à l'image ça rend, ça peut être une scène de fou, ça peut être une scène de merde, en fait ça dépend comment c'est fait, mais sur le point de se dire que le mec est puissant au point de manipuler de la réalité pour ralentir tout ça, bah je me dis que j'ai très hâte, parce que le personnage de Sentry, j'ai eu peur moi. On sait que les frères Russo ont du mal quand même, mais de manière générale, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, c'est très dur de gérer la puissance des personnages. T'as tellement de personnages puissants pour que l'histoire soit fluide, et que le méchant soit pas trop facilement vaincu, et qu'il n'y ait pas d'incohérence, contrairement au fait de se dire, attends, mais comment lui n'interagit pas, comment, etc. Bah, c'est pas facile, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup écarté les personnages puissants des précédents films Avengers. Hulk qui a été nerf, Thor qui a été plus ou moins nerf, Vision qui est malmené dès le début d'Infinity War, Wanda qui est absente beaucoup, dans Endgame elle est pas là, et puis dans Infinity War elle est là pour protéger Vision. Enfin bref, tous ces personnages très 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 puissants sont mis à l'écart. Thor, dans un film il est gros, dans l'autre film il est absent pour récupérer un marteau, donc tu vois qu'il est ailleurs. Comment vont-ils gérer Sentry? On sait que dans la scène post-générique, c'est qu'eux ont réalisé, que les frères Russo ont réalisé de Thunderbolts. Il dit que pour devenir Sentry, de base le mec est Bob, pour devenir Sentry, il doit aussi prendre en compte que s'il devient Sentry, il y a la possibilité de devenir aussi le Void, c'est-à-dire le vide, ce méchant qui permet de réveiller toute sa noirceur et de aspirer les personnes autour de lui dans leurs pires souvenirs. Donc oui, c'est pour ça, il y a un risque, c'est pour ça qu'à mon avis, il va assez peu intervenir, mais je me demande comment est-ce que si c'est Bob qui ne veut pas devenir Sentry tout long, comment est-ce qu'il est quand même impliqué sur tout le reste du film? À mon avis, Bob va rester au QG des Avengers, va rester donc justement dans cette tour des Avengers, dans cette Watchtower, parce que pourquoi il servirait, lui qui ne veut pas devenir Sentry? À mon avis, on avait des rumeurs comme quoi il interviendrait au moment où il va y avoir Yelena qui est en danger, ou alors que c'est vraiment la dernière minute, mais je pense qu'il va vraiment intervenir en dernière minute, et peut-être que quand il intervient, c'est justement pour stopper une incursion finale qui tuerait tout le monde. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une interaction avec Doom, un combat entre les deux, je ne sais pas, mais effectivement, il y a de la hype qui se crée en moi. On a eu Robert Downey Jr. et Chris Evans qui sont apparus aux Oscars, oui, parce qu'on s'est pas retrouvés depuis quand même un petit moment, et il y a eu les Oscars avec un certain nombre de prix décernés notamment à One Battle After Another ou encore Sinners, voilà, et on se demande d'ailleurs si est-ce que les Oscars prendront en compte un jour peut-être les films plus grand spectacle comme les films Avengers, s'ils sont vraiment, je dis pas que les films Avengers précédents méritaient un Oscar, hein. Je dis juste que peut-être si un jour il y a un grand film de super-héros, est-ce qu'ils arriveront
à lui décerner quelque chose. Pour l'instant, le seul Oscar qu'un film du MCU a eu, c'était la meilleure musique pour Black Panther en 2018, pour tout ça. Bref, ils étaient là. Ils ont parlé des 14 ans de la sortie d'Avengers, ils ont fait des petites blagues, bon c'était pas ouf en vrai leur présence, mais j'ai remarqué quand même que Robert Downey Jr. était en vert, peut-être, je pense qu'ils ont là pour faire la promo du film Doomsday qui sort en fin d'année, je pense que c'était un peu opportuniste et que ils y sont allés pour justement faire parler du film Doomsday, c'est sûr. D'ailleurs ça fait bien de se dire que les deux sont dans le film, hein. J'ai toujours pas vraiment tilté, mais Robert Downey Jr. est en vert et Chris Evans a l'air dans un costume foncé, noir, mais qui m'a l'air d'avoir une touche de bleu, donc pourquoi pas rappeler aussi Captain America, là où le costume de RDJ rappelle Doctor Doom. Et d'ailleurs ça a été confirmé, ça a été confirmé par la costumière de RDJ qui a publié sur Instagram, voilà, que c'était bien une référence à Doom, que c'était bien la volonté derrière, donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. Passons à la suite avec justement RDJ qui le lendemain partage sur Instagram une image. Alors certains ont été perturbés, mais en fait c'est pour la fête de la Saint-Patrick, donc qui est la fête nationale irlandaise. Il a partagé ça, sachant que bon bah la fête irlandaise elle est très verte, hein. C'est du vert, un peu le symbole non seulement de l'Irlande mais de cette fête nationale. Et c'est peut-être pour ça qu'il a particulièrement axé ça sur son compte. Bref. Rien à dire de plus, ce n'est que bah c'est bien dessiné, Doom est bien dessiné, voilà, je pense que il a un dessinateur un peu attitré pour toutes ces publications là depuis le début, parce que ça commence à faire, hein, il en a fait pas mal, hein, il l'a fait pour la fête des mères, il l'a fait pour la Saint-Valentin, il l'a fait pour Noël l'année dernière je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il en a fait pas mal. Ouais, bah si, il l'a fait pour Noël avec la boule Iron Man, boule Doctor Doom. Il a fait plein de trucs, hein. Donc, et le Thanksgiving récemment aussi. Il a fait toutes les fêtes. Et donc voilà, c'est ça aussi qui aide à associer son personnage à lui. Rebecca Ferguson qui a parlé d'Avengers Doomsday et de Dune 3 qui sortent en même temps le 18 décembre 2026 aux États-Unis, le 16 en France. Elle dit: je crois au cinéma grand spectacle et au fait que les gens doivent aller le voir sur grand écran. Si vous pouvez faire un film grandiose et spectaculaire qui attire les foules, c'est formidable. Bon, ce qu'elle nous a dit, c'est pas très intéressant, mais ça nous ouvre la porte pour parler de Doomsday. Parce que ça y est, c'est confirmé par les affiches et la première bande-annonce de Dune, 3ème partie. La date de sortie, ça sera le même jour que Doomsday. Ça sera le 18 décembre aux États-Unis, le 16 décembre en France. Aucun des deux films, selon Variety, ne devrait bouger sa date de sortie, et d'après les premières estimations, c'est bien Doomsday qui sortirait vainqueur, puisque c'est lui qui serait le plus rentable de l'année, selon les spécialistes du milieu. Moi je pense que, je veux pas être méchant, mais je pense que c'est mauvais pour les deux films. C'est mauvais pour les deux films, mais c'est beaucoup plus mauvais, je trouve, pour Dune. Je ne comprends pas cette stratégie de la part de Dune. Oui, peut-être qu'ils se disent en interne, Doomsday, ce sera un peu le Barbenheimer 2.0. Barbenheimer qui, à l'époque, en 2023, avait fait... les deux films avaient plus fait quasi 1 milliard les deux, hein, plus d'1 milliard pour Barbie, quasi 1 milliard pour Oppenheimer, mais ce qui était réussi à l'époque, c'est qu'en fait, Barbie et Oppenheimer, c'est deux publics qui sont complètement différents. Deux succès parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont voir les deux films. Il y avait le public divisé en deux parties. Oppenheimer, c'est plutôt un public relativement masculin, un public qui est plus adepte de la cinéphilie, des films un peu plus... c'est un peu plus d'auteur quand même. Le film de Nolan dure 3 heures, il y a du noir et blanc, il y a plein de choses. C'est pas le même public que Barbie, qui attire davantage un public un peu plus féminin, jeune. Pas Oppenheimer, ça a pas trop attiré les jeunes, d'après ce que je peux comprendre, même si Oppenheimer a attiré plein de monde, hein, et c'est trop bien, c'est trop cool, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais Barbie, c'était plus jeune ou familial, là où Oppenheimer ne l'est pas. Donc vous voyez que c'était deux publics différents l'un de l'autre, et c'est ça qui a fonctionné avec Barbie et Oppenheimer, c'est qu'en fait, les deux films sont sortis en même temps, mais visaient deux publics qui étaient pas les mêmes. Avengers Doomsday et Dune partie 3, c'est le même public. Le même public ou presque, hein, parce que je pense que Doomsday va plus attirer le grand public, c'est-à-dire les familles, les gens un peu lambda, j'ai envie de dire, les gens, enfin lambda sans arrière-pensée négative, c'est juste comment dire, c'est je veux dire plutôt les gens qui n'ont pas de connaissances particulières des sorties ou du cinéma ou de machin, qui suivent pas forcément les actus, genre monsieur tout le monde quoi, monsieur tout le monde, bah il a le choix entre Dune
Et Avengers Doomsday, il va aller sur Avengers Doomsday pour plusieurs raisons. Déjà, les Avengers, c'est très ancré dans la pop culture. Et ça marque une génération depuis longtemps, parce que c'est la décennie 2010, mais la décennie 2010, elle est assez fraîche quand même, malgré tout, même si ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de film Avengers, elle est assez fraîche. Thanos et son ère, ça a été très important et c'est très connu et machin, et donc les personnages sont Avengers, les gens connaissent quoi, les gens connaissent et se réfèrent à ces personnages. Là où Paul Atreides et tout ce qui se passe du côté de la planète Arrakis de Denis Villeneuve, bon voilà, ça attire moins. D'autre part, Dune est un film peut-être un peu moins rythmé, c'est généralement un film un peu plus lent, qui prend en tout cas un peu plus son temps que Doomsday, donc moins grand public, moins accessible. Et enfin, peut-être, on l'a vu, Dune n'a pas été aussi phénoménal que ça en termes d'entrée, même si ça fait plus de 600 millions, ce qui est déjà très très bien, très honorable. Mais pour moi, Dune se tire une balle dans le pied en sortant ce film le même jour, parce qu'en fait, s'il avait fait début janvier de 2027, ils auraient été relativement seuls sur le marché, comme à l'époque en 2024 où le film a cartonné et c'est sorti parce qu'il était un peu seul à ce moment-là. C'est un peu ce que je pense et ce que je vois avec ce film, c'est personne va en parler en fait. Ils vont choke personne le jour de la sortie d'Avengers Doomsday. Je suis désolé, mais je pense que personne ne va parler de Dune. Il y a beaucoup de cinéphiles, beaucoup de gens qui vont plutôt se tourner vers le cinéma de Denis Villeneuve plutôt que ce film grand blockbuster machin, mais en fait ça va alimenter, je l'espère, je pense, mais toutes les discussions, les edits vont affluer sur les réseaux sociaux. Je pense plus que Doomsday va éclipser totalement Dune, que ça va être un succès partagé. Mais je pense que ça impacte négativement Doomsday, parce que il va y avoir ceux qui vont aller au cinéma, ils vont se dire bon, Avengers, bon, ok, derniers films Marvel étaient pas ouf, je vais voir Dune à la place. Ça va être le cas d'un certain nombre de personnes, et qui ne vont pas aller voir 2 films, qui vont aller voir un film au cinéma, et qui vont choisir la voie Dune. Et ça va représenter quand même, je pense, un certain nombre de personnes qui sont un peu saoulées des films Marvel, qui ont adoré Dune, parce que Dune partie 2 quand même a été un grand succès critique à l'époque, et un grand succès auprès du grand public. Donc peut-être que ça va manger une partie du public de Doomsday, c'est sûr. Donc négatif pour Doomsday. Ça reste négatif pour Doomsday, parce que je vous assure que Marvel Studios aurait préféré que Dune ne se sorte pas à ce moment-là. Je pense que Warner Bros a voulu faire un petit coup de com' en s'affiliant à Doomsday, en disant bah en fait on va parler de notre film en même temps que Doomsday, donc ça va pousser le film en fait. Là où peut-être qu'il aurait moins marché, tout le monde va parler peut-être de Doomsday et mon film va pousser, ce que je comprends du côté des producteurs, mais en tout cas du côté de Marvel, je pense qu'on est dégoûté qu'ils aient choisi cette date, parce que certes Doomsday va plus marcher, je suppose, mais il faut pas se mentir, il y a un certain nombre de personnes qui vont aller voir Dune et pas Avengers Doomsday, qui vont choisir, au moment de rentrer au ciné, de prendre leur ticket pour Dune. Et ça, c'est la merde pour Avengers Doomsday. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup négatif pour Dune. Vraiment, personne va en parler. Vraiment, je trouve ça complètement con de leur part, parce que Avengers Doomsday va, je pense, je me projette, mais va être un raz-de-marée. Et Dune va avoir du mal à exister médiatiquement à ce moment-là, parce que les 2 promotions des 2 films vont se faire en même temps, et vous pensez que des vidéos avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, je sais pas moi, à l'époque on saura pas vraiment ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y aura Tobey Maguire, il y aura peut-être d'autres machins, par rapport à Timothée Chalamet et Zendaya qui essayent de se battre contre le vent, même si attendez, il y a pas que eux, il y a quand même Robert Pattinson, Florence Pugh qui joue dans les 2 films, elle va faire la promo des 2 films, ça va être très marrant, je sais pas comment ça va se passer tout ça, mais bref, c'est très drôle. Et pour moi, c'est négatif pour les 2 films. C'est-à-dire que Doomsday va faire moins à cause de Dune, Dune va faire moins à cause de Doomsday. Pour moi, c'est négatif pour les 2 films. Je ne comprends pas cette stratégie. Vraiment. Bon, on a eu un inside de la relation, selon Alex Perez, entre Reed Richards et Dr. Doom dans Avengers Doomsday. Elle serait bel et bien exploitée. Et ils ont 2 visions différentes opposées pour sauver le multivers et sont voués à s'affronter. Doom possède une plus grande expérience des incursions, là où Reed ne connaît que l'aspect théorique. Donc en fait, ce serait plus un duel où Reed a une autre vision, alors que Doom a plus d'expérience et dit attends, mais arrête, moi j'ai la vraie solution. Et Reed va lui opposer, je pense, certains nombres d'arguments, et peut-être que Doom va se mettre de son côté en faisant semblant, en gardant son idée initiale et en manœuvrant pour que
tout se passe comme lui l'avait prévu, et peut-être que, en fait, il va plus ou moins accepter l'idée de Reed en sachant que le multivers est condamné quoi qu'il arrive et en préparant en secret son propre plan. Moi je pense que c'est bien qu'il y ait une relation entre les deux parce que c'est comics accurate et parce que on a besoin de cette relation qui, moi je pense, définit un peu Doom, qui presque y trouve une sorte de dépendance de relation d'amour-haine avec Reed Richards, évidemment de haine, mais il aime cette haine, donc c'est un peu bizarre. Après voilà, je me demande, ça pourra jamais être aussi bien que dans les comics où c'est des dizaines d'années de rivalité, mais faut voir comment c'est mis en place, parce que je pense que les deux personnages ont vraiment une chose à partager, il faut vraiment que ça soit bien fait, mais si c'est fait de la manière dont c'est fait, il faut qu'il y ait absolument une jalousie de la part d'eux, Doom à un moment pour Reed, sinon ça ne fonctionne pas et ça ne reflète pas leur relation en comics. C'est pour ça que pour moi, il faut cette jalousie d'un moment ou un autre du côté de Dr. Doom. Bon, sinon on a Catherine Newton, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé, mais elle s'est affichée sur Instagram avec une casquette Avengers Doomsday. Malheureusement, c'est cette casquette qui avait été distribuée à tous les membres de l'équipe, et donc elle a un peu spoilé sa présence, la pauvre, et en fait, on lui a posé la question, en interview avec Comic Book, sur le fait que elle a littéralement spoilé le film, le fait qu'elle soit présente, plus ou moins, et elle a dit, j'en sais rien, je suis allé à Disneyland récemment, et c'est toujours amusant d'aller voir Ant-Man là-bas. Serette, fais pas semblant, franchement tout le monde le sait, enfin tout le monde l'a vu, je veux dire... Tu n'achètes pas ça à Disneyland. Elle n'existe pas, la casquette à Disneyland. C'est toi qui l'as ramenée, tu as évité le sujet, là. C'est compliqué, quand même. Bon, elle est présente dans le film. Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes pas content? En vrai, moi, elle apparaît dans Ant-Man, la Guêpe Quantumania, et elle a l'un des pires rôles du film. Malheureusement pour elle, c'est vrai que j'ai du mal à voir pourquoi ils ont changé d'actrice. Je préférais l'ancienne actrice qui a joué dans Endgame. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils l'ont virée comme ça du jour au lendemain. Je trouve ça un peu triste en vrai, mais bien heureux à Catherine Newton de pouvoir reprendre son rôle. J'espère juste que ce sera sympa quoi, parce que c'était pas dans la Game Quantumania, je dis pas là que j'ai apprécié. Et pour finir, Charlie Cox qui affirme qu'il n'apparaîtra pas dans Avengers Doomsday. Et là, franchement, gros point de mystère pour ma part. Il dit, tu me rends très nerveux, je ne sais pas là, je ne crois pas, non. À ma connaissance, je ne fais pas partie des Avengers. Mais ils les ont déjà tournés, non? J'attends le coup de téléphone. Frérot, mais pour qui, vraiment? Maintenant j'en suis sûr. Maintenant je suis sûr qu'il est dedans. Je sais pas pourquoi, mais d'ailleurs c'est un rêve pour moi que Daredevil soit dans un film Avengers, mais je suis quasi sûr. Pas parce que moi c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que je vous le répète. Pour moi il a l'air sincère, Charlie Cox. Il n'est pas dans Avengers Doomsday. En plus il tournait la saison 2 de Daredevil Born Again. Il avait pas le temps de faire ce genre de choses. Mais là ça commence à faire étrange quand même. Que, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début du tournage d'Avengers Doomsday, un peu avant, on avait sur son compte Instagram de son coach fitness, il avait dit qu'il préparait le rôle pour Avengers Doomsday. Ça avait été changé, on avait plutôt modifié pour mettre Daredevil Born Again saison 2, mais ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, ça avait eu lieu quand même. Et après, on disait, bon, c'était peut-être une erreur, le mec connaissait peut-être pas très bien, tout ça, ok, why not. Depuis Charlie Cox, il me paraissait honnête dans ses interventions, mais là, je comprends pas. Genre tout le monde sait que le film est déjà tourné, en fait. Tout le monde sait que Doomsday est déjà dans la boîte, puisque il y a littéralement les trailers qui sont partis, qui ont fait le tour des réseaux sociaux, et le mec fait partie de Marvel, le mec connaît Kevin Feige, il est dans la boucle, il est en lien avec les studios. À quel moment il sait que c'est pas arrivé? À quel moment il sait pas, que c'est arrivé, que le tournage a déjà eu lieu? Ça me paraît être un gros bullshit, un gros mytho. Pourquoi mentirait-il en disant qu'il ne sait pas s'ils les ont déjà tournés en mode ils ont déjà tourné, non? Ça c'est vraiment la phrase du mytho ultime. Donc pour moi, il est présent dans ce film-là d'Avengers Doomsday. Maintenant j'ai changé mon braquet, j'ai changé mon fusil d'épaule. Pour moi il est bien présent parce que cette intervention-là, cette réponse-là, paraît extrêmement étrange. Genre le mec qui dit il y a 5-6 mois... je sais pas où ils en sont, non moi je suis pas de ce côté-là, je le croyais parce que vraiment il m'avait l'air très sincère. Maintenant qu'ils disent ils les ont tournés ou pas, je me souviens plus,
Mec, fais pas semblant, genre je suis quasi sûr qu'il le savait. Peut-être qu'il est pas dans le film, hein, mais je suis quasi sûr qu'il le sait. Enfin, ça sert à quoi de dire ça? Ça me paraît pas bizarre, vous n'hésitez pas à me donner vos avis aussi là-dessus, ça me paraît très bizarre quand même. Bref, on arrive au bout. Charlie Cox et son potentiel mensonge dans le Jimmy Kimmel Live. Waouh, ça a été long. Vous voyez, j'ai vraiment sacrifié mon après-midi, j'ai commencé le tournage, il était 17h. Il est actuellement 20h30. Oui, vous avez pas, vous, toutes les coupes, tous les machins. Il est 20h30. Donc, je pense que je mérite mon petit like. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes vraiment les sangs de la veine. Vous êtes vraiment les goats. Je suis vraiment fatigué, donc à la fin, j'ai un peu bégayé. C'est un petit peu moins pertinent, je pense, à la fin. Mais si vous êtes restés jusque-là, si vous avez eu le courage de rester jusque-là, mettez dans les commentaires Cox, C-O-X, comme Charlie Cox. Je saurais que vous êtes restés jusqu'au bout et je saurais qui sont les vrais des vrais. Merci. Je sais pas combien de personnes restent vraiment jusqu'au bout, mais c'est un grand kiff. Je vois que vous êtes nombreux et vraiment ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore autant de gens qui restent jusqu'au bout des vidéos et qui me suivent comme ça et qui sont au rendez-vous quoi, sur le pied levé. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je ne sais pas quoi dire que vous regardez cette vidéo, mais une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne suite de vie. Profitez bien de pouvoir respirer, de pouvoir être en vie. On ne conscientise pas assez, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao, subscribers, rassemblement.